Moi, ce que je voulais, c'était faire être dans quelque chose de créatif. Donc, soit dans la musique, soit dans la vidéo. Je suis arrivé à Hanoï, c'était une grosse claque. Ça m'a reconnecté. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de points communs avec tous ces gens-là. Tout le côté asiatique que j'ai jamais assumé est réapparu d'un coup et qui m'a rendu fier, en fait. On est la première vague d'enfants d'immigrés. On parle tous très bien français. Mais c'est à nous de montrer la voie. Bienvenue sur Asiatitude, le podcast qui interroge des personnalités asiatiques de France. Pourquoi Asiatitude ? Parce que je pense qu'être asiatique, c'est bien plus qu'une origine. C'est une identité, c'est une fierté, c'est une façon d'être, une attitude ou plutôt des attitudes. Plusieurs choses rassemblent les personnes de la communauté asiatique de France. Nos cultures, nos histoires, mais d'autres sont uniques et propres à chacune et chacun. Je suis Amanda, sino-cambodgienne Tétio, thaïlandaise, de nationalité française. Je vous emmène à la rencontre d'une personnalité asiatique. Et quelquefois, j'invite une ou plusieurs personnes à discuter d'un thème en particulier dans des épisodes bonus. Pour suggérer des thèmes, des invités ou proposer votre témoignage, envoyez-moi un mail. Toutes les informations sont en description de l'épisode. À tout de suite avec l'invité de la semaine. Alors aujourd'hui, c'est Mélanie que vous entendez au micro. J'ai le plaisir de rencontrer Stéphane Tran. Stéphane, c'est un réalisateur vidéo. Il est notamment fondateur de l'agence audiovisuelle Mothaiba. Mais vous allez voir, il a fait plein d'autres choses dans sa vie. Donc avec Stéphane, on ne se connaissait pas personnellement. Moi, je t'ai découvert par hasard grâce à une vidéo de ta série Héritage. Et c'était vraiment très émouvant. J'ai découvert que tu avais créé cette agence audiovisuelle Mothaiba, mais que tu avais aussi un parcours jalonné de reconversion. Et aussi, tu mets beaucoup en avant la communauté asiatique. Merci beaucoup d'accepter cette invitation. Cool. Si tu veux qu'on commence par la genèse, on est né dans le 92. Mes parents sont arrivés en France début des années 80. Moi, je suis né en 87. Et très vite, à partir de 7-8 ans, on a déménagé. Mon père a acheté une maison dans le 94. Avant, on habitait dans un gros immeuble à Gennevilliers. Du coup, dans le 94, j'étais au Plessis-Trévise et c'était une ville qui était très multiculturelle. Donc, j'ai grandi avec beaucoup de Portugais, d'Africains et pas d'Asiatiques. J'étais le seul Asiatique de mon école. Et après, collège, lycée, c'est un peu la même chose. Bon, quand on était en primaire avec mes frères, on était très bons à l'école. Enfin, nos parents nous poussaient à être bons à l'école. Et en fait, on a intégré la meilleure école, le meilleur collège-lycée du Val-de-Marne. On avait beaucoup de facilité jusqu'au moment où il fallait vraiment travailler. Au début lycée, en fait, c'était une boîte à bac. Ils faisaient 100% tout le temps. Et ils poussaient vraiment les gens à travailler beaucoup plus. C'est pas que j'étais feignant, mais il y avait une approche scolaire qui m'intéressait pas, en fait. C'est tout bête, mais pour moi, je réfléchissais en mode un problème de maths, trouver le résultat. Moi, je donnais le résultat sans faire toutes les explications avec toutes les phrases. Les gens mettaient 15 phrases pour faire le truc, comme on apprend, et moi... j'étais un peu contre ça et du coup, je mettais le résultat limite direct et tout. J'avais 3 sur 20 toute l'année. Pour le bac, je l'ai fait, j'ai eu 18. J'étais bien content. Mais, 18 ouais, 18 au bac. Mais mon bac, je l'ai eu de justesse, quoi. J'ai grandi dans ce lycée, c'était très occidental. C'était assez cliché, c'est-à-dire qu'on était 4-5 Asiates. 4 Asiates étaient en S. Moi, j'étais le seul ES. Après, il est arrivé qu'on nous demande de faire des choix à l'époque. Moi, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Le seul truc que je voulais... En fait, je voulais faire un truc un peu artistique, mais on était dans une école qui ne te permettait pas de entrevoir autre chose que d'être avocat ou médecin. Donc, c'est-à-dire soit faire une prépa, soit faire une fac de médecine, soit faire une fac de droit, quoi. Moi, je suis arrivé et j'ai dit, je sais pas quoi faire, qu'est-ce qu'on fait ? Ils m'ont mis dans une fac d'anglais. Mais qu'est-ce qui te plaisait à 18 ans ? Qu'est-ce que tu aurais aimé faire si on t'avait dit t'as le choix ? Moi, ce que je voulais, c'était faire être dans quelque chose de créatif. Donc, soit dans la musique, soit dans la vidéo. Mes parents n'approuvaient pas forcément ce choix. Ils m'ont fait faire tous les sports, mais moi, je voulais faire du foot. Je trouvais qu'il n'y avait pas d'Asiates qui jouent au foot et tout, à la télé ou quoi que ce soit en équipe nationale. Et c'est un sport qui m'a toujours attiré. Du coup, j'ai fait du foot. J'ai grandi du coup, avec des gens du quartier et tout. Et ça m'a mis aussi dans une certaine culture urbaine, que ça soit dans le hip-hop et tout. Et le fait aussi que la moitié de ma famille vit aux États-Unis. Du coup, j'ai passé énormément d'été soit au Vietnam ou aux États-Unis, qui fait que ça m'a beaucoup éveillé artistiquement. Que ça soit au niveau des films, au niveau des clips, au niveau de la musique. Et je me suis arrivé au lycée à 18 ans après le bac, à pas savoir quoi faire. Mais avec cette culture urbaine, un peu américaine. Exactement, le foot et...
peut-être rap, je sais pas si c'est ce que C'est ça. t'écoutais. Ouais, c'est ça. Mais ce qui n'était pas vraiment en adéquation avec l'esprit du lycée qui était très, très boîte à bac et tout ça, quoi. En fait, à 18 ans, il y avait un autre truc, c'est que mon père travaillait en tant que réparateur de machines à sous. En vrai, c'était pas vraiment ça son métier, c'était un peu plus louche que ça, mais bon, on va pas aller dans les détails. Mais en fait, il était au chômage à ce moment-là et ma mère ne travaillait pas, elle s'occupait de nous. Et moi, je me voyais vraiment pas demander à mes parents, payez-moi une école de marketing ou quoi que ce soit à 5 000 balles l'année, quoi. Moi, je pouvais pas assumer la responsabilité d'échouer. Mais ça t'aurait plu, l'école de marketing? Non, je pense que, et là, je le vois tout de suite, avec le recul, le système d'éducation ne me correspond pas, en fait. Je suis quelqu'un qui a besoin d'aller chercher moi-même l'info plutôt qu'on me la donne. Donc, je pense que ça m'aurait pas plu et j'aurais échoué dans tous les cas. Et en fait, aussi, mon père m'a dit, à partir de 18 ans, écoute, t'es un jeune homme, je te coupe pas les vivres, mais tu te débrouilles. Pas d'argent de poche, donc t'assumes. Voilà, la fac et tout, j'avais la bourse, donc j'étais quand même inscrit à la fac, mais il m'a dit tout de suite de trouver un boulot. Le premier boulot que j'ai trouvé, c'était un intérim. C'était de 22h à 6h, c'était à Croissy-Beaubourg, donc à côté de Noisy-les-Lognes, où je mettais des boîtes de parfums dans des cartons. Okay. Donc c'était très bien payé, parce que c'est le tarif de nuit, intérim et tout ça, mais c'était une autre vie. Oui, et puis c'est pas valorisant. C'est pas valorisant, et mon père m'a vite fait comprendre, voilà, si tu veux avoir ce que tu veux, il faut travailler vraiment dur pour avoir ce que tu as envie de faire. Et le plus important, est ce que nos parents nous ont enseigné à moi et mes frères, c'est de faire ce qu'on a envie. Donc eux, ils n'ont pas voulu faire comme beaucoup de parents asiatiques, faites ci, faites ça. Je pense qu'il y a aussi un côté fierté de se dire que mon fils, il est médecin, il est avocat. Enfin, c'est des postes à haute responsabilité qui demandent des longues études et qui gagnent bien leur vie. Et que je pense pour les parents, c'est un signe de réussite. Et pour les parents asiatiques, c'est important les signes de réussite extérieure. Mais nos parents nous ont souvent défendus face aux autres de la famille, parce que les gens de notre famille, c'est vrai qu'ils ont fait école de commerce, médecin et tout ça. Et nous, on était un peu les vilains petits canards. C'était moi, du coup, j'avais plein de jobs. Mon frère, pareil après, il a eu son bac. Il ne savait pas quoi faire non plus. Et au final, aujourd'hui, tous les trois, personne n'est CDI, on est chacun à notre compte. Chacun dans un domaine différent. Enfin, moi et mon frère, le deuxième, il est aussi réal. Et le troisième, il est consultant informatique, mais à son compte, pas de CDI. On est tous les trois très libres, en fait, dans Exactement, et ça, c'est vraiment l'éducation de nos parents, quoi. Donc ils étaient progressistes un peu, hein, avant l'heure. Un petit peu, ouais, c'était vraiment cool. Alors que moi, avec le recul, je trouvais qu'ils étaient très... on avait une vraie éducation asiatique, un peu pas militaire, mais quand je compare avec d'autres amis asiatiques, on a eu la même éducation. Ils étaient quand même stricts, en fait. Ils étaient très stricts. C'est-à-dire que si tu avais moins de 9 sur 10 à l'école, ouais, tu étais privé de ça ou de ça. Il fallait faire ses devoirs, il fallait se coucher tôt. On n'avait pas trop de liberté non plus, quoi. Mais toujours c'est une sorte de carotte. Je pense que ça marche bien, mais se dire, si tu réussis, tu as droit à ça. Donc eux, leur carotte à l'époque, c'était, vous voulez jouer aux jeux vidéo, soyez premier chacun. C'est-à-dire que chacun doit être premier de sa classe, pour que pendant les vacances scolaires, on puisse jouer aux jeux vidéo. Mais ouais, c'était assez strict et tout, mais au final, ça fait du bien. Et ils nous ont vraiment lâché du lest quand on avait plutôt cette liberté morale de choisir ce qu'on avait envie de faire, quoi. C'est-à-dire à partir de 18 ans. Ouais, c'est énorme. C'est très, très bien, ouais. Cette liberté. Donc, je leur en remercie beaucoup, en tout cas, à ce niveau-là. Est-ce que tu avais, à ce moment-là, à 18 ans, une idée en te disant, bon, là, je trime un peu pour gagner des sous, mais après, je vais faire ça, ou tu as vu les choses petit à petit? Alors, j'avais aucune idée de où j'allais. Quand tu fais une école de droit, tu sais que tu vas être avocat ou notaire. Quand tu fais une école de médecine, tu sais que tu vas finir médecin ou dans le milieu hospitalier. Mon vrai premier boulot, donc j'ai commencé en tant que distributeur de tracts. En fait, j'écumais les annonces et puis je voyais, il y avait une boîte à côté à Montreuil, 4x4 Marketing, qui était dans le milieu de la musique et tout. Ils cherchaient des distributeurs de tracts pour faire tout ce qui est street marketing et tout ça. Moi, je me dis, vas-y, c'est un boulot cool et tout. En 1 an et demi, je suis devenu chef de projet dans cette boîte et je faisais vraiment des trucs qui m'intéressaient, mais à mort, quoi. Travailler avec des artistes, travailler avec des nouvelles marques, sur un marketing assez agressif, assez moderne. Donc, c'était des animations dans la rue, jouer aux jeux vidéo dans la rue, des choses comme ça. Mais je n'avais pas pour ambition de me dire, peut-être dans 10 ans, j'ouvre ma boîte ou dans 10 ans, je suis réal. À cette époque-là, il n'y avait pas du tout ça, quoi. Il n'y avait aucune idée de prod. Et en fait, à chaque fois, quelque chose est arrivé qui fait que j'ai dû faire un choix. Et ça m'a mené à chaque fois à révolutionner, changer en fait ma vie en fait. Donc par exemple,
un jour, comment je suis arrivé de plus, qui m'a intéressé dans le monde de la vidéo, c'est qu'on avait un client BlackBerry. Donc à l'époque, c'était vraiment très très coté et tout, avec le BB Messenger et tout ça. Et le client nous a demandé une réco pour faire un truc assez créatif. Et là, c'est là où on a proposé une web-série. Et dans cette web-série, donc, j'ai appris un peu tous les corps de métier avec, de mon point de vue de chef de projet, que ce soit la production, la réalisation, le script, et ça m'a vraiment intéressé. Et c'est aussi là où j'ai rencontré Steve Tran. Donc, c'était un acteur d'origine vietnamienne. On s'est tout de suite accroché et tout. Et après, j'ai commencé à m'intéresser aussi à ma culture, que j'ai vraiment mis de côté. En fait, j'étais tout le temps l'asiatique de service. Que ça soit... quand j'étais jeune, quand je jouais au foot, j'étais le seul asiatique parmi des Africains, des Maghrébins, des Français. C'est un sport à l'époque où il n'y avait pas beaucoup de représentation asiatique, quoi. Et ça, t'aimais pas le fait d'être le seul? Ça me dérangeait pas, parce qu'en fait, du coup, ça me poussait à être meilleur. Mais ça m'a poussé à m'intéresser plus aux cultures des autres que la mienne. Et pareil, dans le monde, après, donc c'était un monde assez dans le hip-hop et tout, il n'y avait pas d'asiatique ou quoi que ce soit. J'ai pas grandi avec des asiatiques, en fait. Et même avec mes cousins et tout ça, on a ce côté pudique qui fait que entre cousins et tout, on se parle pas beaucoup ou quoi que ce soit. Donc, enfin, c'est très très réservé. On parle pas de nos problèmes et tout. Quand on se voit, on joue et puis c'est tout, quoi. Donc, Et donc, c'est avec Steve Tran que tu as eu des échanges autour de la culture asiatique ou pas forcément? Pas forcément. C'était un plus parce que du coup, lui, il m'a fait rencontrer d'autres personnes aussi. Et puis, je me suis intéressé à d'autres gens que je connaissais, mais que, on va dire, pas que j'évitais, mais j'allais pas forcément vers eux pour pas faire un peu clan, quoi. C'est bizarre, hein, mais c'était... Oui, pour pas être taxé de communautarisme. Exactement. Et aujourd'hui, avec le recul, je trouve ça marrant parce que je fais totalement le contraire. Mais voilà, ça, c'était un gros marqueur dans ma vie qui fait qu'après, j'ai travaillé avec d'autres artistes. Ça m'intéressait dans toute la DA et tout. Donc pourquoi tu travailles avec des artistes, pour que je comprenne bien, en fait, dans la première entreprise dans laquelle tu étais, elle faisait quoi exactement? Elle faisait de la communication. Pour les artistes? Pour les artistes ou pour des marques. Donc j'ai assez vite fait le tour. En fait, c'était plus la mentalité qui me plaisait moins. C'était quoi comme mentalité? Beaucoup de promesses, beaucoup de discours, mais au final très très égocentrique sur Paris, dans le monde du divertissement. Très superficiel, un peu chacun pour soi et tout ça. 2012, c'est mon père qui m'a dit regarde ce qui se passe au Vietnam et va jeter un coup d'œil. Et il m'a dit, je te paye le billet. Et du coup, c'était en décembre 2011, il m'a payé le billet. Je suis parti 3 semaines au Vietnam tout seul. Et c'était la première fois que je faisais ça, parce qu'à chaque fois, on allait souvent au Vietnam, mais c'était en famille. Les vacances scolaires, on y allait, on va aller voir la famille. Mais là, c'était vraiment une démarche personnelle où je suis arrivé, je connaissais personne. Enfin, j'avais ma famille, mais je faisais en sorte de devoir rencontrer des gens, devoir parler vietnamien. Parce qu'en fait, je le comprenais très bien, mais je ne le pratiquais pas. Donc, le parler, c'était un peu compliqué. Je suis resté 3 semaines, j'ai fait 2 semaines à Saigon, 1 semaine à Hanoï. Quand je suis arrivé à Hanoï, c'était une grosse claque parce que tout mon vietnamien, l'accent du Nord, c'était n'importe quoi par rapport à celui du Sud. Moi, j'ai l'accent du Centre. Je suis arrivé, pour moi, c'était une nouvelle langue. Ah ouais? Ouais, et j'avais vraiment l'impression de voyager et tout ça. Mais ce voyage m'a mis une claque parce que je me suis dit, ça m'a reconnecté. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de points communs avec tous ces gens-là, que j'avais un peu les mêmes ambitions d'évolution, de vision de la vie et tout ça. Et je me suis dit, je vais revenir. Et du coup, j'avais quelques événements en janvier-février. Et après, je suis parti m'installer là-bas. Donc là, en fait... C'était en janvier 2012. Ouais. C'est ta première entreprise où tu évolues beaucoup dans le marketing et qui te plaît avec les artistes. Ouais. Tu reconnectes aussi un peu avec ta culture et avec des artistes d'origine asiatique. Tu fais ce voyage qui te donne envie d'y retourner et tu te dis, je vais y travailler. Exactement, ouais. Je m'étais renseigné sur les milieux où je pouvais travailler. Effectivement, par exemple, le milieu de la musique, c'était le Far West. Chacun était de son côté. Il n'y avait pas de droit, il y avait pas... C'était très compliqué de faire des concerts et tout ça. Et je me suis dit, il y a des choses à faire. Et très vite, au final, le Vietnam, c'est très petit. J'ai rencontré des gens assez influents très, très rapidement. Comment tu as fait exactement? Parce que tu arrives, tu prends ton sac à dos, ta valise, tu prends l'avion, tu y vas. Qu'est-ce que tu fais la première fois? La première fois, j'y suis allé, je connaissais personne. Mais après, tu t'intéresses, tu vas dans des endroits où il y a un peu de monde et tout. Forcément, quand tu entends parler français... Moi, je suis quelqu'un de très réservé et je me suis forcé à aller voir des gens. Souvent, j'allais plus voir les Viet Kieu que les expats. Donc, un Viet Kieu, c'est les enfants d'immigrés.
pour les Vietnamiens là-bas, nous, on est des Viet Kieu. On est nés en France ou à l'étranger, aux États-Unis et tout ça. Et ils nous voient comme ça. C'est les diasporas vietnamiennes, en fait. Exactement, c'est ça, ouais. Qui reviennent. Et ils nous appellent comme ça, Viet Kieu. Là-bas, j'ai rencontré beaucoup de personnes, des personnes qui ont été très importantes pour ma vie ou même pour celle de mon frère. Par exemple, j'ai rencontré Huy. Donc, Huy, c'est un Français d'origine vietnamienne qui vivait dans le 94 et qui, en fait, montait sa boîte de prod là-bas. Et aujourd'hui, il a la plus grosse boîte de prod au Vietnam, avec un autre Français d'origine viet. Et grâce à lui, on s'est liés d'amitié. Et par exemple, mon frère, s'il a fait carrière, c'est aussi grâce à lui, quoi. Donc, j'ai rencontré ces personnes-là comme ça, en rencontrant des gens, et ça s'est fait. Et j'ai eu un vrai coup de cœur aussi pour le pays, pour le style de vie, même si ça peut paraître d'un point de vue extérieur très chaotique, avec tous les scouts, la pollution et tout ça. Mais en fait, les gens ne se prennent pas la tête là-bas. Tout est simple. Les choses sont droites et tout ça. Et pour moi, j'allais faire ma vie là-bas, quoi. À 25 ans, là, j'avais, on va dire, un objectif de vie et tout. Ah là, cette fois-ci, contrairement à 18 ans, tu t'es dit, exactement. Là, je sais que je veux y vivre. Pourquoi exactement tu t'es senti plus proche d'eux ? Je sais pas, je pense que ça m'a fait revivre tout ce que j'ai vécu pendant mon enfance, que j'ai refoulé en fait. Tout le côté asiatique que j'ai jamais assumé est réapparu d'un coup et qui m'a rendu fier en fait. Fier de voir un pays qui a quand même subi 2 guerres en 50 ans, avoir cette volonté de se développer à une vitesse folle, à s'ouvrir au monde. Je suis arrivé, j'avais travaillé sur un concert, il y avait 80 000 personnes. C'était la première fois que Facebook ouvrait, Google et tout ça. Et je voyais, c'était un pays très jeune, 65% de la population à moins de 35 ans. Donc très dynamique. Très dynamique. Et ça évolue très très vite. Là, je vois mes petits cousins, ils parlent tous anglais mieux que n'importe quel Français qui va à l'école. Ils sont ouverts sur des cultures coréennes, américaines, françaises. Voilà, c'est très très loin du cliché de la carte postale. C'est cette énergie, c'est se dire qu'en fait, personne ne peut nous empêcher de faire ce qu'on a envie. Et en France, malheureusement, c'est le constat que j'ai. Faire les choses en France, c'est compliqué quand tu connais pas telle ou telle personne ou t'es pas de telle ou telle origine, par exemple. Il y a quand même des freins à l'entrée en France. Alors qu'au Vietnam, si tu travailles bien, si tu respectes, tu as des valeurs, je pense que oui, tu peux aller très très vite. Forcément, quand tu es vietnamien d'origine, on te regarde différemment et il y aura peut-être une sorte de favoritisme. Parce que le Vietnam aujourd'hui est un pays qui a besoin d'apprendre. Et ils sont plus dans une politique où ils ont besoin de les connaissances de l'extérieur pour évoluer. Je pense que dans 10 ans, ils n'auront plus besoin des connaissances de l'extérieur. Ils auront tout pris et ils auront fait leur propre truc. Mais c'est cette volonté d'apprendre qui fait que, et d'avancer qui m'a vraiment connecté. Plus tout le côté valeurs traditionnelles que j'ai retrouvé là-bas et qui m'a vraiment plu. Paris, j'en peux plus. C'est une ville sincèrement, que j'aime pas. Parce que ça cause des gens, en fait. Je trouve que les gens sont faux, que les gens se regardent pas, prennent pas le temps. Enfin, c'est une ville assez égoïste. Il y a ce côté culturel aussi qui fait que en France, c'est assez fermé, alors qu'au Vietnam ou à Londres, je trouvais ça beaucoup plus ouvert. C'est plein de petites choses comme ça qui fait que j'avais envie de rester là-bas et que pour moi, ça y est, je me dis, vas-y, je vais m'installer quelques années au Vietnam et il y a des choses à faire. Et j'avais 2 possibilités de travail fixes, limite un contrat dans le domaine de la musique et tout. Après, malheureusement, mon père m'avait demandé de rentrer parce qu'ils avaient une brasserie, mes parents. Et le premier jour de ses vacances, il a eu un infarctus et il est décédé une semaine après. Bah, j'ai vite compris qu'en fait, le Vietnam, tout ça, il fallait que je mette de côté. Du coup, je suis resté avec ma mère et mes frères. Et on devait d'abord vendre la brasserie, ce qu'on a réussi à faire. Puis ma mère ne savait pas quoi faire. Et du coup, on a ouvert un restaurant. Et du coup, là, ma vie, c'est vrai que j'ai mis un peu tout ce que j'avais prévu de côté et se dire, bon, pour l'instant, nos parents nous ont tellement donné que faut bien qu'on fasse cet effort-là pour ma mère, quoi. Donc, du coup, on a ouvert un restaurant vietnamien à Paris. Mon cousin, qui était associé avec mes parents dans la brasserie, et moi, tous les 3. C'était une petite brasserie avec 40 couverts. On a fait du viet. J'y connaissais rien du tout. Et pourquoi vous avez ouvert un restaurant ? Parce que c'était le souhait de ta maman ? Ouais, ça a toujours été son rêve, d'ouvrir un restaurant. En fait, à la brasserie, à la base, elle était juste gérante et puis vite fait, elle est devenue chef. Donc, elle faisait des plats français et tout. Mais il y avait cette volonté pour ma mère de faire de la cuisine vietnamienne. Après, on s'est installé dans un quartier très concurrentiel et on s'est dit qu'il fallait qu'on rajoute un petit truc dans cette cuisine et tout. Donc, on l'a un peu légèrement twisté pour la rendre un peu plus moderne, différente de ce que tu peux trouver un peu dans le 13e ou à Belleville. Et puis, au final, le restaurant a très bien marché. On a eu des prix, on est passé à la télé
sur Canal+ et tout ça. Et ce qui fait aussi que, à chaque fois, en fait, c'est vrai que là, avec le recul, ma vie, c'est il se passe un truc et derrière, il y a quelque chose qui va emmener quelque chose. Mais tu vois, pour revenir à cet épisode de Canal+, donc du coup, on avait fait un festival de gastronomie où on représentait le Vietnam. Et on a rencontré un journaliste que j'adore, c'est Frédéric Chéneau. Et lui, c'est le Globe Cooker. Donc, en fait, il va dans chaque pays pour goûter la gastronomie de chaque pays. C'est le meilleur métier, ça. Exactement. Et là, il avait un nouveau format où il passait un moment dans chaque famille. Et le Vietnam, il avait demandé, j'ai dit oui. Et du coup, il a passé un moment avec ma mère. Et du coup, pendant cet épisode, durant le tournage, il a passé toute la journée avec ma mère. Et nous, on les a rejoints pour le soir. Et lors de l'avant-première... Donc c'était un film ? C'est un documentaire. Un documentaire. Pendant ce documentaire, donc c'était avant-première au cinéma, et ma mère qui dit... le journaliste lui demande comment il a rencontré mon père, et elle se met à raconter l'histoire. Et c'est là où j'ai compris, et qui a amené après héritage, on en parlera plus tard, sur les non-dits de la famille, sur l'histoire et tout ça. Parce que tu n'avais jamais entendu cette histoire, en fait ? Non, jamais, tu vois. Et à chaque fois, c'est ça, c'est que je suis resté aussi en France, je serais resté au Vietnam, j'aurais pas rencontré ma femme, j'aurais pas eu mon enfant. Il y a plein de choses comme ça qui fait que tu peux avoir plein de coups durs dans ta vie. Il faut avoir les épaules solides et en fait, à un moment, ça va rebondir. Tu peux pas rester dans une spirale négative tout le temps. Si tu restes dedans, c'est que tu as envie d'y rester. C'est vrai que le jour où mon père est décédé, il faisait partie d'une famille de 9 enfants. Donc j'avais 8 oncles et tantes et tout qui voulaient décider à notre place et tout. Et moi, en tant que du coup, je devenais chef de la famille, j'ai pas réfléchi une minute. J'ai pris mes responsabilités et j'ai dit, écoute, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Même si dans une hiérarchie de tradition asiatique, c'est très mal vu. C'est plutôt les oncles et tantes qui doivent décider. Mais moi, je leur ai dit, bah non, c'est mon père, c'est notre père, c'est à nous de décider ce qu'on doit faire. Par exemple, ils refusaient de communiquer la nouvelle à la famille au Vietnam parce qu'ils se disaient, on va laisser passer 4-5 jours. Mais je voyais pas l'intérêt, en fait. Ouais. Alors, c'était peut-être par pudeur pour pas avoir à affronter les chagrins, les choses comme ça. C'est ça, ouais. Sauf que moi, j'ai appelé tout le monde tout de suite. Enfin, c'est important et j'ai pas envie qu'on m'en veuille parce que j'ai pas prévenu telle ou telle personne. Pour moi, c'était à moi de l'annoncer. C'était pas à ma grande-tante ou à mon grand-oncle de faire... Je comprends cet aspect tradition, mais non, pour moi, c'était à moi de le faire parce que c'était mon père. Quoi, donc... Ouais, et puis t'as suivi ton instinct. C'est ça. Du coup, si je reviens un petit peu sur la chronologie, parce que ce que je comprends, c'est hyper intéressant. Tout est lié. Enfin, ouais. J'ai envie de. Je crois que ce serait peut-être le résumé de ton parcours. Tout est lié. Tu fais du marketing, tu découvres la communication, la prod, l'audiovisuel. Tu pars au Vietnam, tu te dis c'est bon, je sais, c'est ici que je vais faire ma vie professionnelle. Et malheureusement, au niveau personnel, tu perds ton papa. Et là, du coup, rien à voir. Tu vas à un restaurant. Est-ce que tu te dis le Vietnam, ça sera peut-être un jour où c'est un restaurant et ça te plaît. Est-ce que ça te plaît Ah, pas du tout. Ah non, d'accord. C'est pas que je détestais, mais en fait, même si c'était mon resto, c'était mon projet, j'étais prisonnier des horaires. Je voyais ma femme une demi-journée par semaine. Enfin, à l'époque, c'était pas ma femme, mais ça me faisait de la peine que tous les soirs, après son boulot, pour me voir, qu'on passe du temps ensemble. Enfin, passer du temps, parce que moi, je faisais le service, je faisais la caisse et tout. Elle finissait en bas, dans le bureau, en train de dormir. Donc, à un moment, fallait faire un choix de vie. C'est vrai qu'en 2018, après les attentats en 2015, on m'a proposé d'ouvrir un autre restaurant à Londres. Mais je me suis dit qu'au bout de 5 ans, j'avais fait le tour. Tu le gères quand même pendant 5 ans. Ouais. Et, il marche bien. Il marche très bien, ouais. Parce que le nom, c'est Saigon Panthéon. Saigon Panthéon, ouais. Ah ouais, il marche très bien. Mais t'as pas trouvé une nouvelle vocation, en fait. Non, le monde de la food me plaît. Mm-hmm. Enfin, j'adore aller au restaurant et tout ça, mais le manager et tout, pour moi, c'est même pas un métier, c'est une vie, en fait. Et cette vie me convenait pas. Donc, très rapidement, on a fait le choix de vendre. Du coup, on l'a vendu en 2018. Et après, il s'est passé une période pendant 2 ans où j'avais envie de revenir dans ce monde de l'image, communication et tout. Et j'ai commencé, je sais pas, j'avais eu une idée de monter une start-up. Donc, c'était une start-up qui vend des vidéos dédicacées. Bon, c'était un délire. Je me suis dit, vas-y, on va voir comment ça se passe. Et comment ça t'est venu, cette idée-là ? Je travaillais déjà avec des célébrités et parfois, on me demandait, tu peux lui demander une dédicace vidéo et tout ça, quoi. Ça devait t'arriver tout le temps, en fait. Ouais, c'est ça. Enfin, j'avais travaillé avec Jermaine Jackson ou d'autres. Et c'est vrai que je me suis dit, aujourd'hui, maintenant, tout le monde a des appareils photo, des appareils vidéo sur leur téléphone. C'est un truc qui peut marcher, quoi. Et aux États-Unis, ça existait déjà et ça cartonnait. Donc, je me dis, en France, ça pouvait marcher. On a lancé ce truc avec ma femme et un pote.
Ça a marché, ça va et tout. Bon, après, ça aurait pu mieux, mais voilà. J'ai lancé ça, mais à côté, du coup, je me suis remis un peu dans le monde de la communication en DA. Et tout de suite, je me suis dit, j'ai envie de me rapprocher de ma culture. Et je voyais que il s'était passé des choses entre-temps, même si dans mon resto, il se passait plein de choses. Il y avait des rassemblements, des manifestations d'Asiatiques contre les violences et tout. Les gens commençaient à se rassembler, ce qui n'était pas le cas il y a 6-7 ans, quoi, chacun de son côté. Il y avait des mouvements par-ci, par-là, et je me suis dit, je vais réactiver les réseaux. Donc, du coup, je commence à rencontrer telle ou telle personne. Et en fait, le monde est très petit. Tout le monde se connaît d'une manière ou d'une autre. Et puis, au final, moi, j'avais une passion derrière, c'était faire de la vidéo. J'avais tout mon matos et tout. Mais ça, t'en fais depuis quand ? De la vidéo ? Ouais. Moi, j'en fais depuis 2017. À la base, j'avais acheté du bon matériel pour faire mes vidéos de vacances. Puis après, je m'en suis servi. Je commençais à faire des interviews, des petits reportages et tout. Et puis, en fait, comme loisir ? Ouais, comme loisir. Et ce loisir-là s'est transformé au final en métier. J'ai vraiment lancé ma boîte Motaiba après le Covid. Vu que je manageais des artistes dans la musique et que le Covid a fait que la musique, c'est mort. Du coup, j'ai senti que les gens allaient devoir communiquer en digital. C'est un très bon choix. Au bout de 9 mois, je suis très content et je ne regrette pas du tout. C'est vrai qu'au début, j'ai vraiment axé au niveau de l'image dans la communication autour des Asiatiques. Donc c'est vrai que maintenant, au début, quand je faisais un showreel, donc une bande démo, il y avait des Asiates. Donc là, tu me parles de Motaiba ou Exactement, ouais. Alors du coup, juste avant... Je pars dans tous les sens. non, pas de problème. En plus, c'est intéressant. Juste avant de parler de ton agence, entre le resto et ton agence, donc tu as cette période où tu montes ta start-up et tu fais à côté de ça des vidéos, tu conseilles des artistes, etc. C'est ça, ouais. Et c'est par connaissance. Comment ça se fait ? Oui, c'était vraiment par connaissance. Je croisais quelqu'un à un tournage, je lui demandais si ça l'intéressait, il disait oui. Après, il me présente telle ou telle personne. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé très épanouissant parce qu'en fait, quand j'étais au Vietnam, je partageais avec des Vietnamiens. J'avais 30 ans et je commençais à partager des choses avec des personnes qui ont vécu la même chose que moi, c'est-à-dire des fils d'immigrés. Pas forcément des Vietnamiens, mais d'origine cambodgienne, chinoise et autres. Ma femme rigole, mais c'est vrai que maintenant, tous mes potes, c'est quasiment que des Asiates. Parce que je me suis reconnecté à quelque chose que j'avais enfoui. Et je partage tellement de valeurs avec ces personnes-là. J'ai l'impression de connaître ces personnes-là depuis 20 ans, alors que je les connais depuis 2 ans. Et ça, c'est fou, ça. Et c'est vraiment devenu des amis, limite des frères et sœurs. J'ai une amie, Audrey Giacomini, je la considère comme ma sœur. On a vécu, elle est née de 2 sœurs, je suis né de 2 frères. On a énormément de points communs, on a vécu beaucoup de choses. Je pense pareil. Anthony Fogg, qui est cascadeur, mais qui est derrière aussi chef d'entreprise, qui fait plein de choses. Non, j'ai rencontré des gens qui sont soit des modèles comme Tommy Gousset, ou beaucoup de personnes qui donnent envie d'avancer, qui essaient de faire des choses pour un peu sortir, pas des clichés, mais qui ont fait des choix comme moi, de vraiment se diversifier et de faire ce qu'on aime faire, en fait. Et c'est une sorte de recherche du bonheur, en fait. Complètement, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, et puis qui ont l'audace, du coup, de poursuivre Exactement, ce choix. Ouais. Tu as choisi d'appeler ton agence Motaiba, donc 1, 2, 3 en vietnamien. Exactement, ouais. Pourquoi ? Je voulais pas appeler ça studio machin. En fait, je voulais tout de suite créer une identité autour du Vietnam. C'est arrivé très vite, hein. Je sais pas, Motaiba, tout le monde dit ça au Vietnam. Tu sais, quand on va boire un verre, c'est Motaiba yo. Le brainstorming, j'ai fait Motaiba, j'ai collé, ça fait Motaiba. Je disais, les gens, ils vont pas forcément savoir que c'est Viet, ça peut faire très, très africain. Je trouvais ça simple à dire aussi, Motaiba. Oui, t'as tout collé en fait. Ouais, j'ai tout collé. Mais après, dans tout ce qui est logo et tout, je l'écris en 3 lignes. Donc ça fait Motaiba. Ah, comme ça on voit 3. Exactement. Quand j'ai posté tout ça, les Viet, ils ont tout de suite compris. Les autres, non. Ils ont fait C'est ça. Mais j'étais content parce que la blague marchait. Ouais. Et c'est vrai. T'as 2 niveaux de lecture en fait. C'est ça, exactement. Je voulais aussi qu'il y ait une identité asiatique parce que je voulais essayer de mettre en valeur aussi ma communauté. Ça donnait une sorte de ligne éditoriale à ce que je voulais faire. Et par exemple, ma première pub de TV, à chaque fois je la raconte, mais ma première pub TV, je voulais vraiment qu'il y ait une asiatique dedans et j'ai poussé que ma Russ, Audrey Giacomini, soit dedans, quoi. C'était compliqué, mais finalement, elle passe à la télé, dans cette pub télé, et c'est cool. Ouais. Et c'était pour l'Express. Exactement. Ouais. Et bravo, parce que je sais comme c'est difficile en plus de convaincre des annonceurs ou des clients qui n'ont pas l'habitude. Ils se disent
pourquoi en asiatique? Ouais, mais je peux comprendre parce qu'on n'est pas forcément représentatif de la société, on fait partie de la société. Dernièrement, j'avais pas l'impression, mais voilà, on fait partie de la société. Et c'est vrai que je peux comprendre qu'en étant une minorité, on n'a pas envie de se dire on va vous mettre en avant. Mais c'est en train de changer, donc tant mieux. Mais je me suis dit, il n'y avait pas trop d'entraide et tout. Et si moi-même, j'ai la possibilité de le faire, je le fais pas, c'est dommage. Je m'en voudrais en fait. Du coup, c'est vrai que ça peut faire très communautaire, mais si entre nous, on se donne pas un coup de main, personne ne va le faire. Bah, tu dis ça à quelqu'un qui fait un podcast avec des Asiatiques sur Ouais, des c'est ça. Asiatiques, C'est ça, qui est asiatique, donc ouais. je vais pas te critiquer là-dessus, c'est clair. Et du coup, t'as Motraiba, le nom, mais toute la ligne édito, est-ce que c'est ça aussi? Est-ce que tu veux travailler avec des personnes d'origine asiatique? Ou c'est ponctuel, mais tu peux être ouvert à n'importe quelle personne? Non, c'est pas forcément que asiatique, parce que sinon je me fermerais énormément de Mm. clients. Et puis bon, faut travailler. Et c'est vrai que si les gens pensent que tu fais que de l'asiatique, ils vont pas te contacter. Donc je fais en sorte de toujours caser tel ou tel élément ou de travailler avec des marques ou des personnes d'origine asiatique parce que j'ai envie de le faire, parce que ça me fait plaisir. Et je pense que j'ai le recul nécessaire pour le faire. Je ne ferme pas les portes à d'autres personnes. Donc, et au final, je travaille avec d'autres artistes, par exemple comme Julien Peretta. Bon, il est anglais, quoi. Il n'y a rien d'asiatique ou d'autres marques. Ça n'a rien à voir avec l'Asie. Mais parfois, on essaie de caser de temps en temps des trucs. Tu vois, donc, après, voilà, c'est vrai que là, mon équipe, avec les gens que je travaille, il y a un peu de tout. Mais je ne le cache pas que quelqu'un qui arrive, qui toque à la porte, qui est asiatique, qui me dit j'ai envie de faire ça, que j'ai pas fait d'études, forcément ça va me faire penser à moi ou à d'autres gens et j'aurais préférence à lui donner sa chance plutôt qu'à d'autres. On est arrivé à une période, moi je suis père d'un enfant, où on devient les grands frères. On va devenir les tontons. Et en fait, on a un moment où si nous on donne pas un coup de main aux petits, eux ils le feront pas après. Ils n'auront pas forcément dans la tête de cet esprit de solidarité. Nos parents, je pense que ils étaient solidaires et tout, mais dès qu'il y avait un problème, chacun était de son côté. Ça, c'est un ressenti que j'avais à l'époque. Et c'est pour ça, peut-être que avant, il y avait pas mal de discrimination envers les Asiatiques dans les films ou tout ça. Ils se sont permis des choses. Mais vu qu'il y avait personne pour en parler ou qu'il y avait la volonté d'en parler, les gens laissaient faire. Aujourd'hui, on est la première vague d'enfants d'immigrés. On parle tous très bien français. On commence à avoir des postes à responsabilité. Je pense pas qu'on va faire le changement. Mais c'est à nous de montrer la voie pour que les générations d'après fassent ce changement. Parce qu'actuellement, en politique ou dans les médias, c'est toutes les mêmes personnes. Mais à un moment, il y aura un renouvellement. Mais ce renouvellement, il pourra y avoir si derrière, nous, notre génération, on donne envie à d'autres gens de le faire. C'est pour ça que j'estime que j'ai un rôle, comme d'autres, mais de grand frère pour aller dans ce sens-là, en fait. Donc, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans l'image, je conseille beaucoup de personnes au niveau de son image, mais c'est vrai que quelqu'un qui veut de l'aide ou qui veut travailler ou qui veut comprendre le métier, qu'il soit asiatique ou pas, je l'aiderais, mais c'est vrai que s'il est asiatique, je me verrais forcément en lui. Donc, je l'aiderais, quoi. Bravo, moi je suis très admirative de ce parcours. Donc avec Motraiba, tu as lancé l'agence assez récemment finalement, l'année dernière, en 2020, pendant le contexte du Covid, qui est toujours en cours C'est ça, ouais. d'ailleurs. Mais ça marche hyper bien. Et quels sont tes projets actuels et puis futurs? On est un peu 360 dans le sens où on travaille avec des particuliers, que ce soit des acteurs, des personnalités ou même des coachs. On travaille aussi avec des marques. Comme marque, là, dernièrement, j'ai fait quelque chose avec Bershka, avec Attic. J'ai signé avec Webedia. Donc, Webedia, c'est eux qui, on va dire, gèrent YouTube, mais aussi c'est une régie publicitaire. Donc, on a fait des choses pour des marques de grande surface ou de prêt-à-porter. Je suis signé en tant que réalisateur. Et puis après, oui, j'ai pas mal de prod et tout. Et j'ai beaucoup de chance. C'est vrai que je travaille en contexte Covid. Après, la naissance de mon fils a fait que ça m'a donné encore plus envie de travailler. Je passe énormément de temps avec lui, mais je travaille beaucoup plus. Donc, au final, j'ai plus de temps pour voir d'autres gens. C'est ça qui est étrange. Pourquoi ça t'a donné plus envie de travailler? Parce que mes parents, enfin surtout mon père, il est arrivé en 82. 10 ans après, il nous a acheté une maison. Pour pouvoir à ses besoins. Exactement. En fait, moi, je vois les sacrifices qu'ont fait nos parents. Et je sais que eux, ils ont quitté leur pays parce que c'était compliqué à cause de la guerre ou financièrement. Prendre le risque d'arriver dans un pays où ils ne connaissent rien, où la langue est différente et vouloir réussir. En vrai, j'ai voulu faire la même chose au Vietnam.
En fait, je me suis toujours dit, nous, on a de la chance et qu'on n'a pas de difficultés, en fait. En vrai, on a très peu de difficultés. C'est juste qu'on se les crée nous-mêmes et qu'on voit des grosses difficultés, enfin des difficultés comme des grosses difficultés, alors qu'en fait, non, c'est pas grand-chose par rapport à eux, ce qu'ils ont vécu. Donc, c'est pour ça que ça me pousse à travailler encore plus et essayer de pérenniser une activité le plus tôt possible pour après passer du temps avec mes enfants, quoi. Parce que je ne prévois pas d'en faire un seul, peut-être 2, 3, et profiter. Et à long terme, peut-être d'ici 5-6 ans, revenir au Vietnam. Donc ça, tu l'as toujours en tête, ce projet? Toujours en tête, avec plus de bagages, et arriver et développer quelque chose et créer des ponts peut-être artistiques avec la France. Parce qu'en fait, le Vietnam, c'est le pays asiatique qui a le plus de liens avec les pays occidentaux, que ce soit au niveau de l'écriture, au niveau de la food, au niveau de l'architecture. Enfin, la présence française est là, au Vietnam. Il y a une grosse vague de immigration inversée de Viet Kieu qui sont rentrés au Vietnam. Des gens comme mon petit frère, qui a 30 ans, il est parti au Vietnam en 2015 et en 3 ans, c'est devenu le plus gros réalisateur au Vietnam. Naudet, donc c'est un pote qui a été beatmaker en France, il travaille pour Youssoupha, pour d'autres artistes et qui est parti au Vietnam et qui kiffe sa vie là-bas. Et comme tu disais, ils sont assez ouverts, les Vietnamiens, donc du Vietnam au Viet Kieu. Ouais, franchement, ils sont ouverts parce que à partir du moment où tu les respectes, tu leur apportes quelque chose et tu as envie d'apprendre des choses et leur apprendre des choses, je pense que ça peut que bien se passer. Tu n'as pas cet esprit où, un peu supérieur où je vais profiter d'eux ou parce que la vie est cool et tout. J'ai des connaissances, je leur ai conseillé d'aller là-bas, ils y sont allés avec la mauvaise mentalité. Donc forcément, ça ne matche pas. Soit ils ne sont pas plus, ou soit les Vietnamiens, ils ont vite compris que le mec est là pour se faire de l'argent. Et non, il y a un échange à faire. Je pense qu'on a autant de choses à apprendre d'eux qu'eux ont des choses à apprendre de nous. Donc, faut vraiment partir dans cet échange et c'est là où les choses vont se créer, en fait. Merci pour tout ton partage sur ton parcours. D'habitude, on pose toujours la question, est-ce que tu penses que ta double culture a eu un impact sur ton parcours professionnel? Là, j'ai l'impression que c'est assez évident. Qu'est-ce que tu choisirais dans tout ce que tu as fait pour te dire, ça c'est parce que je suis français-vietnamien? Si, il y a quelque chose qui devra vraiment représenter ma double culture. On en a parlé, c'est ma série Héritage. Ah oui, on n'en a pas parlé. Enfin, on n'en a pas parlé du coup. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui me trottait à la tête depuis le reportage de Canal+. Et je me suis toujours mis des barrières, dans le sens, il faut que je trouve la bonne personne pour ci, pour ça. Et c'est 1 mois avant la naissance de mon fils. J'étais pas stressé, mais je me dis, je vais pas prévoir de tournage. Et puis, un pote m'a fait rencontrer Bino. Il m'a raconté son histoire et je sais pas, je lui ai dit, ça te dit, on tourne ça demain? Et le lendemain, on a tourné. Sa mère était OK. Mais en fait, ils se sont parlé parce que sa maman a eu des problèmes de santé. Moi, j'ai ce regret-là, c'est que mon père, je connais rien de son histoire. Ce qu'il est décédé, ça reste une page blanche, quoi. Donc, vous n'avez pas eu l'occasion d'aborder ce sujet? Non, jamais. Et en fait, quand on parle avec la famille, les gens sont assez vagues. Enfin, ils connaissent pas forcément ou ils te donnent des mauvaises informations. Par exemple, quand mon père était décédé, c'était dans le crématorium. J'ai mon oncle qui me dit « Ouais, ton père, sur le bateau, il m'a beaucoup aidé. » Mais pour moi, je dis « Mais vous n'êtes pas venu en avion et tout ?» Et il fait « Bah non, on est venu en bateau et tout, comme tout le monde, tu vois. » C'est des petits mensonges qui fait que ça te fait poser des questions sur toi, tu vois. Et j'ai beaucoup questionné des potes d'origine différente, et que ce soit des Africains, des Maghrébins, des Arméniens. Il y a des histoires assez similaires. Donc pour moi, il y avait vraiment un petit truc. Et j'étais obligé, je pense, de le faire avec des Vietnamiens. Pour le premier épisode. Exactement. Ouais. Et je l'ai fait. J'étais vraiment content du résultat. Je me dis, je le poste comme ça, sans aucune volonté de faire quoi. Pour moi, c'était juste une petite histoire mignonne que j'aimerais te raconter. C'était un peu dans la ligne éditoriale que je veux, c'est raconter des histoires, mettre en avant des personnes, que ce soit des gens connus, pas trop connus et tout ça. Et là, c'était des vrais anonymes. Et j'ai eu des retours incroyables. Des gens qui m'ont contacté, même d'origines différentes. C'était même pas que des Asiatiques, mais des gens qui m'ont dit, qui ont été émus, qui ont pleuré, qui ont fait la même chose avec leurs parents. Ça les a incités. Moi, je crois que j'ai pleuré, hein. Clairement, mais... j'en fais partie. Et donc, si tu peux expliquer juste en 2 mots en quoi ça consiste, la série Héritage? En fait, c'est très simple. C'est juste un entretien entre un parent et son enfant. Et le but, c'est que l'enfant pose des questions à ses parents. C'est tout bête. Mais en fait, pour moi, le but, c'est de poser des questions qu'il a toujours voulu. Pourquoi devant une caméra? C'est parce que avec ma mère, j'ai trouvé que on a posé une caméra et en fait, c'est comme si on n'avait pas. Et parler à un inconnu, ou le fait que ça soit pour un inconnu, ça l'a totalement désinhibé.
Et par exemple, avec Tireo et Bino, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont oublié la caméra. Ils sont parlé sans aucun tabou. C'était une discussion incroyable, quoi. Il y a une version longue de 20 minutes. Je l'ai aussi posté sur le groupe Facebook de Vietnamiens, parce que les Vietnamiens adorent Facebook. Et j'ai fait énormément de vues, parce que je l'ai traduit en anglais, et j'ai touché tellement de personnes. Quand je l'ai posté sur mon Insta, c'est que des Français d'origine vietnamienne, ou des Vietnamiens, enfin, qui comprennent. Mais quand j'ai mis les traductions en anglais, j'avais toute la communauté américaine, australienne et tout. Et ça m'a vraiment touché de me dire que cette vidéo-là, pour moi, elle est importante parce que ça représente en fait pas mal de regrets de ma vie, mais aussi un peu ma philosophie, c'est que à un moment, il faut faire les choses et il faut demander, enfin, faut y aller, quoi. Et si nous, on n'a pas le courage de raconter, de demander, de nous raconter des histoires, bah, on va toujours avoir un vide dans notre vie, quoi. Et pour moi, c'est là, pour moi, l'héritage, en fait, le mot héritage, c'est parce que pour moi, c'est une richesse, en fait. Connaître son histoire, c'est trop une richesse. Enfin, moi, mon fils, je me dis, ça se trouve, quand il pourra parler, il va se dire, mais papa, pourquoi je suis métisse? Donc moi, je vais dire, je suis métisse parce que mes parents sont arrivés ici. Et il va dire, mais pourquoi ils sont arrivés ici? Et peut-être c'est là où je pourrais pas répondre. Cette série héritage, elle est née pendant la grossesse de ta femme? Exactement, ouais. C'est ça, tu vois. Et je me dis, pour d'autres communautés, ça peut être pareil, tu vois. Enfin, je peux comprendre qu'il y ait beaucoup de tabous, que ce soit les génocides, les guerres. Ils ont dû faire des choses terribles. Tu sais, ils sont pas tous venus légalement en avion. Ils ont dû faire des choix horribles. Aujourd'hui, si nous, on est en bonne santé, on a des situations correctes et tout ça, c'est grâce à eux. C'est qu'au final, ils ont fait les bons choix. Et en fait, il faut leur faire comprendre que même si c'était compliqué, c'est important de nous de savoir en fait comment on en est arrivé ici, tu vois. Parce qu'en fait, je pense que je le souhaite, on n'aura pas à faire ces choix, tu vois. Mais regarder des films, c'est cool et tout, mais au final, on a un vrai film chacun dans notre famille sans le savoir. Donc, je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. Et je pousse tout le monde à le faire parce que je souhaite à personne, mais quand tu perds quelqu'un, ton père ou ta maman, tu te mets beaucoup en question sur ta vie et de ce que tu as oublié de faire, ce que tu n'as pas pu faire. Et je sais que les parents asiatiques sont assez pudiques, ne montrent pas de signes d'affection, ne disent jamais je t'aime et tout, tu vois. Et nos parents, même nous, on se touche pas. On se dit même pas bonjour, en fait, tu vois. Donc, c'est vrai que casser cette barrière-là, avoir son histoire et tout, ça permet aussi peut-être de combler ce manque peut-être que t'as pas eu, parce qu'au final, je pense que beaucoup d'Asiatiques ont eu un certain manque, je pense, tu vois. D'autres ont dû vivre, on va dire, un peu à la française, où ça se montre de l'amour et tout ça, mais... ça doit être rare, hein. Je pense que c'est rare, ouais. D'un point de vue extérieur, en regardant un peu, je sens que ouais, c'est assez rare quand même. Tu vois, je ne connais pas trop. Ouais, c'est ça. En tout cas, j'invite les auditeurs et auditrices qui nous écoutent à regarder cet épisode, et j'imagine qu'il va y en avoir d'autres. J'essaye, j'essaye. J'ai été un peu débordé par le temps et mon fils. Si des personnes sont intéressées pour le faire, faut pas hésiter parce que... à te contacter, du coup? À me contacter, parce que moi, ça m'intéresse de le faire. J'ai un peu mis de côté. Avec le Covid, c'était un peu compliqué aussi. En fait, on connaît pas mal d'histoires sur la guerre du Vietnam et tout ça, mais l'avoir d'un point de vue de quelqu'un qui l'a vécu, de comment il l'a vécu, je trouve que c'est important. Donc, que ce soit la guerre du Vietnam, donc des Vietnamiens, mais ça peut être des Cambodgiens, des Thaïlandais, des Philippins, des Chinois, des Japonais. Il y a plein d'histoires différentes. Donc, et raconter l'histoire d'un point de vue, donc c'est pas d'un point de vue historique dans un livre, mais de quelqu'un qui l'a vécu, je trouve ça tellement enrichissant et intéressant. Donc, oui, s'il y a des personnes, avec grand plaisir. Ouais. Je pense qu'en fait, j'ai bien fait de poser la question parce que c'est important ce sujet-là. Si tu avais à choisir le meilleur moment là, de ton parcours aujourd'hui, ce serait lequel? Là, avec 1 an de recul quasiment, je pense que ouais, c'est Motaiba. Parce que c'est vraiment une sorte de synthèse de tout ce que j'ai voulu faire. Parce que là, actuellement, avec mes clients, je fais de la vidéo, de la direction artistique, je travaille avec des Asiatiques. Donc au final, c'est encore un renouvellement, mais je pense là, je suis vraiment dans le kiff. Là, je kiffe vraiment ce que je fais. T'es à ta place. Ouais, là, je sais ce que je veux faire. Je sais que là, pendant 2, 3 ans, 4 ans, c'est ce que je vais faire en essayant d'évoluer, de trouver des nouveaux talents pour travailler avec moi, pour les mettre en valeur. Parce que si je travaille, par exemple, avec des gros groupes, j'ai envie de m'éloigner un peu plus de la réal et mettre en avant d'autres talents. Donc, il y a aussi ce côté transmission. Enfin, je parle comme un vieux, mais j'ai 33 ans, mais il n'y a pas d'âge, en fait, tu vois. Donc, c'est vraiment un projet qui me rend fier, quoi. Ça me rend vraiment fier, quoi.
Donc ta réponse est trop bien. C'est meilleur moment, c'est maintenant. Ouais, c'est ça, c'est ça. Si tu devais citer une ou deux inspirations, ce serait lesquelles? Réponse facile, ça peut être mes parents parce que c'est l'éducation, c'est leur parcours et tout ça. Après, en tant que personne, je peux t'en citer plein et ça sera plus limite des dédicaces. Mais tu vois, quelqu'un comme Tommy Gousset, c'est vraiment un grand frère. Premier chef cambodgien étoilé, 3 restaurants. Il vient du 77 de Logne, dans un milieu qui est très, très fermé, le monde de la cuisine, le monde des chefs. Des personnes comme Julie de Koi Magazine qui a développé son média et qui ferait vraiment des choses bien. En fait, c'est tous les gens qui essaient de rayonner, de partager une vision. En fait, c'est ça. Après, comme je t'ai dit, j'ai mes amis comme Audrey Giacomini ou Anthony Fa, plus dans leur démarche de liberté, de assumer ses choix, de créativité. Enfin, en fait, les gens qui sont autour de moi m'inspirent. En fait, t'apprends des gens, en fait. Donc, ouais, complètement. J'ai pas une ou deux personnes, j'ai plein de personnes. Question finale. Quelle est ton asiatitude? Mon asiatitude, c'est de me dire que en fait, je dois tout le temps travailler. C'est ce côté tout le temps travailler. C'est vrai qu'avec les gens que je travaille, ils comprennent pas trop. Ils se disent, mais le mec, il a le temps d'avoir un enfant, de jouer aux jeux vidéo et aussi de travailler. Mais non, c'est le fait que mes parents m'aient enseigné la valeur du travail. C'est très, très asiatique, mais de se dire qu'avec du travail, tu as de l'argent, avec l'argent, tu es heureux. Je dirais pas avec l'argent, tu es heureux. En fait, c'est avec du confort. Tu es bien. À partir du moment où tu sais que ta famille est à l'abri, et je pense que c'était le but de toute famille qui est partie de son pays, c'est de se dire que nos enfants sont à l'aise et ils vont plus avoir de problèmes. Je pense que c'est ça le côté le plus asiatique que j'ai. Aussi le fait que je mange un pho à 8h du matin, tu vois. Ça, c'est très asiatique aussi. C'est ça. Mais ouais, c'est vraiment cette... Enfin, c'est très vietnamien. Mais... C'est ça, exactement. Mais c'est plus ce côté valeur de travail et faire tout pour la famille. Ouais. Ça, c'est vraiment, je pense, c'est ce qui me caractérise le plus en tant qu'asiatitude. Merci beaucoup, Stéphane. C'était un vrai plaisir. Ouais. C'est déjà fini. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast a été produit et réalisé par Mélanie Hong. Il est animé par Amanda et toute l'équipe d'Asiatitude. Si vous avez apprécié cet épisode, vous pouvez soutenir le podcast en vous abonnant sur votre application d'écoute, en partageant l'épisode autour de vous ou en nous laissant un commentaire sur Apple Podcast, un message par email ou sur les réseaux sociaux. C'est rapide, c'est gratuit, mais ça change vraiment tout pour nous. Ça permet de nous soutenir et surtout de faire découvrir le podcast, ses thèmes et ses invités à un maximum de monde. Merci beaucoup et au prochain épisode.